c'est intéressant de s'observer dans ce petit syndrome. Pour revenir sur la différence des hommes et des femmes, Oui, c'est que les merci. centres d'intérêt ne vont pas être les mêmes. Je pense que les hommes, et alors c'est normal, parce que, il y a des fonctions vitales qui ne sont pas les mêmes. L'homme est là pour protéger. C'est comme ça, c'est inscrit, hein. Il est là voilà, pour protéger. La femme, elle est là pour procréer et transmettre la vie. Donc, du coup, les mécanismes ne sont pas les mêmes. On le sait en sociologie, hein, le positionnement de la femme. Alors là, on ne parle pas d'équité ou de droit. C'est que on n'a pas la même manière d'appréhender la vie, homme-femme. Donc, forcément, le TSA ne veut pas s'exprimer de la même manière, ne peut pas s'exprimer de la même manière. Et ce qu'on s'aperçoit chez les femmes HPI TSA, c'est que leur centre d'intérêt, c'est comprendre les autres, comprendre le fonctionnement des autres. Donc, elles vont se comprendre ou améliorer le fonctionnement des autres. Donc, elles vont euh, se spécialiser dans les métiers de l'accompagnement. Le nombre de psychologues qui, à force de regarder les vidéos, d'un seul coup se reconnaissent et viennent faire des entretiens de positionnement avec moi. Et où là, on s'aperçoit que sur le trouble des fonctions exécutives, c'est incroyable, alors que ce sont des gens, pour certains, qui sont doctorants, bac+8. Donc, vous voyez, le fait de pouvoir bien communiquer n'est absolument pas représentatif du trouble des fonctions exécutives et de tout le reste. On sait répondre aux consignes, on a compris, ça se remplit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on sait analyser, on n'est pas dans l'émotionnel, on est des super analystes comme les hommes en informatique. Mais nous, on va le faire sur la base de données sociologiques, étymologiques, épidémiques, tout ce qui est hic, hein, génétique, voilà. Et, euh, et donc, voilà pourquoi on va retrouver les femmes sur les métiers de l'accompagnement, les métiers de la formation, de l'enseignement, la recherche. Euh, voilà, euh, moi j'ai des femmes que j'accompagne qui sont, je pense aux différents métiers, traductrices. Beaucoup de personnes, de femmes autistes, euh, parlent plusieurs langues. Mais quand je dis plusieurs, c'est au moins quatre, hein. Voilà. Donc, euh, donc forcément, on ne peut pas les voir dans leur centre d'intérêt. Elles en ont fait leur métier. Mon centre d'intérêt, ça a toujours été de comprendre les autres. Pourquoi ils fonctionnent comme ça? Pourquoi ils font ça comme ça? Voilà. Et donc, d'aller me former, voilà, toujours en formation continue, formation réelle, c'est-à-dire diplômante, certifiante, et à côté de ça, des bouquins, des documentations, alors, avec des phases. Un coup, c'est la sociologie, un coup, c'est la pédagogie, un coup, c'est l'andragogie, voilà. Puis alors, on creuse, puis une fois qu'on pense qu'on a fait le tour, bah, voilà, on le redéverse aux autres. Tout à fait. Et donc, par rapport à cette définition, HPI, HQI, est-ce que vous faites une différence entre les deux Alors, termes? oh, Certains le j'en ai font. déjà discuté avec plein de professionnels Oui. Mhm. qui connaissent le TSA. Et nous, ce qu'on remarque, alors je ne vais pas avoir je vais dire, j'ai l'humilité en tout cas de vous dire non, je ne vais pas vous donner une définition, mais je vais vous donner notre vision que j'ai pu déjà croiser avec d'autres professionnels. C'est que le haut quotient intellectuel, on est bien sur une capacité intellectuelle de traitement de données. Et donc, ils vont avoir des quotients hauts. Voilà. C'est des machines. Les gars, c'est des machines. Est-ce qu'ils sont adaptés à vivre en société? Moi, j'allais dire que le haut QI intellectuel en plus a le HPI, il va être en capacité. Et puis celui qui est juste, c'est-à-dire qui fonde tout sur euh, cette intellectualisation du monde, c'est un autiste qui s'ignore. Et donc, ça, c'est, j'allais dire, le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire, on voit des personnes, là, j'accompagne une dame avec un haut QI, très haut QI, mais complètement à côté de la plaque. Et elle n'entend pas, hein. Elle est coincée dans ses rigidités, je n'arrive pas, hein. Et pourtant, elle a de la bonne volonté, elle a envie, hein.
mais tellement coincé dans ses systèmes métriques, dans ses valeurs, dans sa manière. Donc ça va être le haut QI. Et le HPI va avoir un QI plus bas, mais j'allais dire un potentiel d'ouverture beaucoup plus grand. Et finalement, plus le QI est élevé, plus la personne TSA va être coincée dans ses rigidités. Alors que quelqu'un qui va avoir un haut potentiel, entre allez, un début de haut potentiel 115, je crois que 123, c'est 7% de la population. Vous voyez, on est quand même dans le haut du panier. Donc 115, on peut dire qu'on est dans les 15% de la population. Donc ça reste quand même des gens qui ont plus de facilité que les autres. Et moi, je pense qu'entre 115 et 130, même 135, voilà, eh bien, ces personnes ont cette capacité de dire, je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, expliquez-moi. Alors qu'un haut quotient intellectuel va être figé dans ses rigidités et ne peut pas voir son autisme. On sait par exemple que Einstein, qui avait un très haut QI, voilà, avait des relations délétères avec sa famille. D'accord, L'incapacité c'était à quelqu'un de remplir. très sensible aussi, Ah oui, a priori. Voilà, oui. lisez comment ça se passait avec ses enfants et sa femme. Ça se passait très mal. Nikola Tesla, très au QI, voilà, et aucune relation. Il s'est d'ailleurs fait spolier toutes ses inventions. Voyez? Donc le haut QI, moi je pense que euh, la différence c'est ça. C'est peut-être une incapacité de remettre du sens à se questionner en fait. Trop performant. C'est les meilleurs de la classe, ceux qui ont les meilleurs résultats, qui... Non, pas forcément. Hmm, Non, non, hmm. non, parce que on peut avoir, ça va être dépendre du centre d'intérêt. On peut être bon partout. Justement, on est un HPI, on est bon partout. Et moi, j'en ai connu euh, et qui sont humbles, qui entendent, voilà, qui savent traiter l'information correctement. Puis après, par contre, j'en ai vu, par exemple, j'avais une copine en troisième, donc première de la classe, 19,5 sur 20 de moyenne. Les profs, ils ne savaient même plus comment la noter tellement elle était, voilà. Elle rentre en seconde au pensionnat avec nous. Et là, premier craquage. Donc, comme elle voulait faire l'école militaire, elle est rentrée en école militaire. Et en fait, bah, elle a craqué. Je ne l'ai pas suivie, mais je suis à peu près sûre que c'est maintenant, avec le recul et ce que je sais, que c'était une personne autiste. Voilà. Et ce que je sais, c'est qu'elle n'avait pas Hmm. réussi à passer son bac, qu'elle était en phobie scolaire et qu'elle sortait plus de chez elle. Si c'était maintenant, en 2024, vous pourriez l'accompagner et peut-être que la soulager dans ses interactions. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le diagnostic de l'autisme en France par rapport à d'autres pays, si vous avez des informations, bien sûr, par rapport à ça? Et tout Non. à l'heure, vous avez évoqué le test Aspie Quiz qui est disponible sur Oui. Internet. Et j'aimerais que vous me donniez, puisqu'il a été utile pour vous pour déterminer certaines choses, j'aimerais que vous me donniez votre avis de professionnel sur ce test. Ouais. Alors, la première question, c'était est-ce qu'on est en retard? Oui, on est en retard. Alors, j'ai pas les chiffres. Pourquoi on est en retard? Parce que la France, c'est le pays de la psychanalyse. Voilà. Et que dans les facs, eh bien, on n'est pas très à jour de nos connaissances, tout simplement. Voilà. Donc, oui, il va falloir vraiment réformer. Alors, j'aime bien quand je dis ça parce que je m'attaque à lourd, hein, vous imaginez bien. Et alors, moi, je pense que si c'est si difficile de réformer, alors c'est une hypothèse que j'émets, c'est que finalement, les personnes qui sont là-haut sont peut-être elles-mêmes des HPI-TSA qui s'ignorent et qui sont coincées dans leur rigidité et qui ne sont pas capables d'évoluer sur ce qu'est l'autisme en réalité.
C'est une hypothèse. Donc Voilà. voilà, il y a un petit, une invitation lancée aux personnes là-haut. On ne sait pas qui vous visez particulièrement, mais en tout cas ceux, les décideurs sûrement. Et Alors, ça bouge, hein, mais parce que par exemple, vous voyez, c'est jeudi prochain, en région PACA, il y a un gros conciliabule euh, qui est organisé par l'hôpital Sainte-Marguerite. Et je voulais y aller, mais je n'ai pas le droit d'y aller parce que je ne suis pas psychologue. Voilà. Mais où ils ont demandé à tous les psychologues, psychiatres et neuropsy, donc c'est vraiment réservé aux médecins, pour le diagnostic. Donc, vous voyez bien que ça bouge. Il y a quand même des choses qui se font. Mais ça bouge maintenant. Et j'allais dire que ça bouge par la pression des réseaux sociaux. Moi, je pense que les réseaux sociaux, euh, eh bien, et d'où, tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi j'avais créé cette association, c'est parce que je pense que c'est en nous fédérant, en montrant qu'on existe, en parlant de notre réalité, de notre errance de diagnostic, comment ça a pu impacter, que petit à petit, les professionnels de santé vont se rendre compte que l'autisme, c'est pas une spécialité. C'est où j'ai affaire à des neurotypiques, où j'ai affaire à des TSA, et je vais pas du tout les soigner de la même manière. Donc, il faut que je sois formée. Parce que aujourd'hui, les troubles neurodéveloppementaux, ça représente, et c'est que, j'allais dire que hein, la face cachée, c'est que la face visible de l'iceberg, au moins 5% de la population. Donc, vous avez vu comment les chiffres, ils augmentent d'année en année. C'est énorme. Simplement parce que la connaissance avance et que maintenant, on nous repère. Voilà, on repère mieux. Donc, je me suis un petit peu perdue là, mais pour vous dire que la France est en retard. Euh, mais je pense que les pères aidants, que les personnes elles-mêmes diagnostiquées tardivement, avec le travail que vous faites là, avec celui que je fais et avec celui que plein d'autres font, les livres, hein, on voit de plus en plus de femmes qui témoignent. J'ai 50 ans, je suis Asperger, c'est quoi ma réalité? Julie Daché, enfin voilà. Et j'allais dire, c'est presque un livre par jour qui sort en ce moment. Donc, on voit bien qu'il y a, il y a- il y a- il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je pense que c'est en train de bouger, qu'il faut rester vigilant et qu'il faut ouvrir l'esprit des professionnels avant finalement les autres, parce que si on n'a personne pour les diagnostiquer, le problème n'est pas résolu. Voilà. Donc ça, j'ai alors répondu juste, à la question. oui, Vous en justement aviez dans une autre. votre non, mais je vais rebondir sur ce que vous dites là. Dans votre centre de formation, vous faites de la formation aussi pour les professionnels. Donc, j'avais Oui. envie de vous poser la question de savoir de quel type de professionnel vous parlez et où en est la formation en France sur le TSA concrètement, dans les... Voilà. Alors, pareil, ça bouge beaucoup. Avec le nouveau plan national sur les TND dont l'autisme rentre à l'intérieur, euh, il y a un appel euh, aux organismes de formation. Il est noté que normalement, pour, pour intervenir sur l'accompagnement des personnes autistes, il faut avoir la certification nationale d'instruction à l'autisme. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense valider tout ça euh, fin, fin août, début septembre au dernier CARA. Là, en ce moment, tous les lundis, je suis en formation et c'est génial parce que vraiment, ça me nourrit, ça me conforte sur ce que je sais et j'apprends aussi encore des choses. Donc, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il faut rester en veille parce que ça évolue chaque jour. Donc, les formations existent. Donc ça, c'est les formations. Donc qui y va? Bah, les parents d'enfants autistes qui s'auto-forment parce qu'ils ont personne en face. Donc ils veulent comprendre et ils veulent voir comment ils peuvent aider leur enfant. Les éducateurs. euh, les psychos, j'ai vu, nous on a une psychomotricienne, voilà, donc des professionnels qui viennent se former au CNIA. Après moi, ce que je propose, euh, c'est que j'ai mis en place une méthode innovante dédiée au HPI-TSA. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis rentrée par le biais du HPI. C'est-à-dire que j'ai pris la logique du HPI, on a intellectualisé
puisque le HPI intellectualise tout. Les concepts, les processus, on les a mis en images, en schéma, pour qu'ensuite il se les fasse sien. Et une fois qu'il a compris, alors le HPI accepte d'avancer sur ses représentations. Et donc, à travers la communication relationnelle, qui est valable pour tout le monde, si on ne respecte pas, qu'on soit neurotypique ou TSA, ça va dysfonctionner. Eh bien, les personnes apprennent à se dire, ah bah oui, ça par exemple, je ne le fais pas. Un truc tout bête, hein. Mais par exemple, nous, on a tendance à s'énerver assez facilement et à crier sur les autres, alors qu'on a horreur qu'on nous crie dessus. Donc, dans la communication relationnelle, on apprend le principe de justice, et le principe de justice, c'est ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse. C'est tout bête, hein? C'est du bon sens. Sauf que nous, ça ne nous vient pas à l'idée, en fait. Donc, effectivement, on va apprendre à se voir fonctionner, à connaître notre handicap. Et moi, par exemple, bah, dès que je monte aujourd'hui, je, je m'entends, je sais que c'est un indicateur. Je monte. Ou je monte. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que j'intervienne maintenant. Il faut que j'aille dans le jardin, il faut que je m'extirpe de la situation. Ça veut dire que je ne suis pas en capacité de traiter cognitivement correctement l'information. Voilà. Donc on a fait des marqueurs, des repérages. On a mis en place toute une méthode de questionnement qui permet à la personne d'identifier les dysfonctionnements, les moments où ça dysfonctionne, pour s'extirper et pouvoir analyser, puisqu'elle a cette capacité cognitive, hein, de le faire dans un autre contexte. Voilà. Et donc, tout ce programme, cette formation, elle est donnée dès le départ en trois demi-journées complètes. C'est comme une prothèse. On la donne entièrement pour que les gens aient la vision complète de là où on veut arriver. Et ensuite, ils rentrent sur un programme d'accompagnement de 22 semaines minimum, puisqu'on va à leur rythme. Donc, si une personne a besoin de 3 semaines sur un module, eh bien, elle prend le temps. Le module est enregistré, elle peut le revoir autant de fois. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment ça dans le cadre du handicap. Je suis fatiguée, j'ai commencé le module, je m'arrête. Dans quelle formation le formateur va s'arrêter? Voilà. J'ai pas compris, je note. Je vais voir mon formateur après et je lui dis, j'ai pas compris. Donc, ils ont deux formateurs, moi et mon coéquipier, Laurent, qu'ils peuvent questionner à tout moment. À minuit, ils ont les trucs, ils les envoient et ils savent que le lendemain, eh ben, on va leur répondre par mail, sur le groupe WhatsApp, quand on pense que ça peut faire avancer tout le groupe. Voilà. Ils peuvent régler la lumière, l'intensité, le son. Ils peuvent le faire chez eux, quand ils veulent, au moment. Il y en a certains, c'est plutôt le matin. On voit, hein, nous, les plages de connexion. Il y en a d'autres, ça va être dans la nuit. Voilà. Donc, c'est leur formation, ils avancent à leur rythme. Et du coup, moi aujourd'hui, bah, je suis débordée. Je peux pas. Je peux pas. Alors, j'ai des clients en Suisse, en Belgique, en France, mais je peux pas parce que c'est très personnalisé. Il y a un vrai accompagnement très personnalisé, hein. C'est pas vous regardez un module et puis comment vous l'avez compris, on s'en fout. Non, non. Parce que nous, justement, on veut s'assurer que vous l'avez compris, que vous l'avez bien décrypté, parce qu'on le sait, hein, que nous, on comprend pas toujours correctement les choses, et comment vous vous servez de la méthode et comment ça va améliorer votre vie. Donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on forme des professionnels à notre méthode et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, aujourd'hui, je forme une psychologue du travail spécialisée dans le burn-out qui est dans la région Poitou-Charentes. Donc, c'est Nouvelle-Aquitaine. Je suis en train de former une dame qui est spécialiste de la relation affective en Île-de-France. Je suis en train de former une dame qui est sur Lyon, qui est spécialisée, donc elle a travaillé 10 ans chez Hetz, dans l'accompagnement des addictions. Et on voit bien, hein, que du coup, là, on touche des choses. Voilà. Et je suis en train de former une personne qui est dans la région de Nantes ou Rennes, je ne sais plus, qui vient juste de rentrer et qui, elle, est spécialisée dans l'architecture managériale. Ce qui veut dire que nous allons proposer dans les mois qui viennent sur notre site internet des personnes indépendantes qui vont utiliser tous nos outils. Voilà. On les forme, donc c'est bien moi qui suis sur les vidéos, ça ne va pas changer, le programme c'est moi qui l'ai enregistré, voilà, mais qui vont suivre les personnes à la compréhension de toutes ces formations.
Et les gens vont pouvoir choisir, puisqu'on fait en visio, que tous nos cours sont enregistrés. Ça veut dire que même les entretiens qu'on fait de repérage, tout ça, ils sont enregistrés, ils sont envoyés à la personne. Ils sont défaits de notre plateforme. Nous, on ne garde aucune donnée de santé, mais la personne les récupère et les a. Ce qui veut dire que la personne, elle peut revoir 6 mois après son entretien de positionnement, par exemple, ou elle peut revoir la formation aux principes relationnels qu'on lui a donné en 3 séances et qui, ça, se fait de manière individuelle. Et donc, ces formateurs qu'on est en train de former, eh ben, ils vont être repérés. Et ça veut dire que en fonction des problématiques que je vais rencontrer, je suis HPI TSA. J'ai pas de problème dans le travail, ça arrive, hein. Il y en a, ils ont bien trouvé. Mais par contre, ils ont des problèmes relationnels, affectifs, dans le couple, machin. Eh ben, ils vont faire appel à Sophie qui est à Paris. Voilà. Il y en a d'autres qui ont des problèmes d'addiction. Eh ben, ils vont pouvoir faire cette formation tout en étant accompagnés par quelqu'un de plus spécialisé dans leur problématique. Je sors d'un burn-out, j'arrive pas à tenir l'emploi parce que voilà, justement, ma communication relationnelle n'est pas bonne. Je savais pas que j'étais TSA, voilà. Et donc, vous voyez comment on veut mailler petit à petit le territoire. Donc, voilà comment je travaille aujourd'hui. Nous sommes Calliope et là, actuellement, nous sommes dans la phase de certification, c'est-à-dire que de faire certifier au registre spécifique cette formation. C'est long, c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on aura avant un an. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Parce que moi, bah, il y a des gens qui sont en capacité de financer. Il y en a d'autres qui font des demandes. On est très aidé, par exemple, par la Fondation Seconde Chance à Paris, qui a financé la moitié de plusieurs programmes. Et donc, qui a permis à des gens bah, de rentrer dans le programme et de pouvoir travailler. Nous avons des entreprises qui financent pour leurs salariés. Donc là, j'intègre... Alors, euh, je vous coupe pas parce que je vous laisse terminer, mais j'ai une question par rapport au monde professionnel, justement, par rapport à d'accord. vos formations. Oui? Et donc j'ai des entreprises qui financent. Donc là, j'ai une entreprise américaine donc la personne est architecte. Elle travaille en distance, mais elle a beaucoup de mal avec les réunions. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc elle rentre dans le programme et c'est pris complètement en charge par son entreprise. J'ai le groupe Alliance qui a pris en charge la moitié d'un programme. Voilà. Donc, quand les gens n'ont pas les moyens, en tout cas, on les aide à faire les démarches. Pôle emploi, nous sommes Calliope, donc normalement, ils devraient nous financer. Pour l'instant, comme nous ne sommes pas certifiés, ça ne passe pas. Donc, bah, c'est comme ça. Les AGFIP, on avance, puisque avec Cap Emploi, on a fait un webinaire pour sensibiliser les conseillers Cap Emploi qui travaillent maintenant, qui sont intégrés dans France Travail, pardon, c'est plus Pôle Emploi, dans France Travail. Donc eux aussi, bah, ils ont une vidéo où on a bien expliqué qu'est-ce que c'est que le HPI-TSA pour qu'ils repèrent, voilà. Et là, j'ai eu ma première prescription d'une personne qui m'a envoyé un monsieur qui est en emploi et qui a beaucoup de mal à se maintenir dans l'emploi suite au diagnostic de son TSA. Elle l'a renvoyé vers moi pour une formation. Voilà. Alors, dans les prospectives, justement, donc à 5 ans, à 10 ans dans le monde professionnel, j'ai plusieurs remarques et donc vous allez me dire ce que vous pensez de ça. La neurodiversité est-elle un enjeu pour les entreprises donc à 5 ans, à 10 ans? Qu'est-ce que vous savez, vous, de cet enjeu-là? J'ai aussi une réflexion par rapport aux tests psychotechniques qui sont assez courants dans les présélections professionnelles. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des données qui sont remontées pour en tirer des statistiques, puisque ces tests psychotechniques doivent arriver à des... Isabelle, je suis pas capable de vous répondre parce Alors, que on ne répond pas. ça fait trop longtemps que je ne suis pas dans le monde du recrutement. Donc, Oui, je ne on sais le pas sait. quels sont les tests qui sont utilisés. Par contre, je peux répondre à votre question sur l'enjeu de prendre en Oui. compte la J'en neurotypie, ai un les autre, capitales. donc, Mais par si vous me rapport à posez ça. 40 000 questions à la fois, je ne Non, vais pas c'est pouvoir pour les vous retenir. permettre justement. Bon, alors allez-y juste, je vous laisse répondre à celle-là et je vous poserai l'autre en suivant. Entendu. Donc, sur la question concernant l'enjeu des entreprises à prendre en considération la neurotypie, oui, il est primordial parce qu'on va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui fonctionnent comme ça. Donc, ne pas le prendre en compte, c'est mettre en difficulté et l'entreprise et le salarié.
Maintenant, moi, je fais des formations en communication relationnelle où j'intègre le HPITSA en 6 heures, donc c'est très très peu. Et je peux vous assurer que dans les entreprises, ça change tout. Parce que d'un seul coup, les gens ont un autre prisme, une autre vision de l'autisme. Et du coup, c'est plus un problème de dire qu'on est autiste, c'est plus un problème d'accueillir une personne autiste. Voilà, on change de représentation. Sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire, est-ce que lorsque je suis en entretien de recrutement, je dois dire quelle est ma particularité, est-ce que les DRH ou le service du personnel sont formés pour entendre ça, et si la personne dans le service du personnel est elle-même HPI-TSA, c'est bien, mais si elle est neurotypique, dans quelle mesure elle est en capacité de comprendre quelqu'un qui est HPI-TSA, parce que c'est une façon, enfin, c'est une chose de le savoir de façon théorique, mais après, pour l'appréhender au quotidien, ça n'est une autre. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez Ben, je conseillerais à la personne de bien se connaître avant de le dire et de savoir pourquoi elle va le dire, tout simplement. Parce que si elle arrive pour dire, je suis HPITSA, j'ai besoin d'aménagement, il ne faut pas que les autres me parlent, hein, c'est pas la peine. Ils vont pas l'employer. D'accord? Donc si on arrive pour revendiquer un statut, ça va pas le faire. Voilà. Si par contre, déjà, on est d'accord sur les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a la même vision, et donc ça, il faut s'en assurer avant de dire quoi que ce soit. Là, c'est peut-être donc de dire, voilà, j'ai une particularité qui peut être une force, mais qui peut être parfois gênante et handicapante. Et donc, c'est là où on peut l'exposer. Voilà. Mais il y a des personnes, par exemple, je déconseille, même le diagnostic, c'est-à-dire le fait de le savoir, c'est bien. Le fait de travailler dessus, c'est encore mieux. Mais par contre, par exemple, j'ai une personne qui m'a contactée, elle a fait un entretien de positionnement, elle se reconnaît, voilà, et elle travaille dans l'aérospatiale. Et elle me dit, si demain je dis que je suis autiste, je perds mon poste. Pourquoi? Parce que l'autisme est classé dans les maladies psychiatriques. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Et que même si aujourd'hui on sait bien que c'est pas vrai, parce que l'autisme n'est pas une maladie psychiatrique. La maladie psychiatrique, c'est la résultante. C'est si on est mal accompagné. Mais sinon, non. Quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, c'est juste une manière différente de comprendre l'information. Donc là, j'allais dire, vous voyez, c'est une question très autistique, dans le sens où il faut prendre le contexte global. C'est à chaque situation, il va falloir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quel est l'objet commun? Voilà. Si je prends un poste où dès le départ, je ne vais pas me sentir à l'aise parce que c'est de l'open space, non, faut pas que j'aille travailler dans cette boîte. Voilà. Euh, si je vous dis, il y a tellement de variables et d'ajustements là que c'est le meilleur conseil que je peux donner quand on cherche un poste, c'est de se connaître soi-même dans ses forces et ses faiblesses. C'est parce que je me connais que je vais pouvoir dire quelles sont mes forces et pouvoir aussi exprimer en disant, bon, vous savez, quand on vous pose la question, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses? Bah, mes forces, c'est quand j'ai un centre d'intérêt, je suis à fond dedans et donc j'ai une forte, comment dire, capacité de travail, par exemple. Euh, Mes forces, quand je suis autiste, je suis créative parce que je vois tout en systémie. Et puis, une autre de mes forces, c'est que j'ai la capacité du détail et du coup, je peux voir très rapidement les choses qui dysfonctionnent au sein de l'entreprise et donc d'être en capacité de repérer les dysfonctionnements peut-être plutôt que les autres. Ça, c'est des forces. Par contre, mes forces, ça peut être aussi mes difficultés. C'est-à-dire que mon centre d'intérêt va faire que je vais surinvestir ce centre d'intérêt et que du coup, je risque de pas voir mon épuisement ou même je risque de prendre toute la place dans le projet. J'ai du mal à travailler en équipe. Donc, eh ben, si les gens savent que je suis autiste, ça va leur permettre de me dire, et moi de l'accepter, de me dire, Sonia, là, laisse-en un peu pour les autres. Écoute ce qu'on a à te dire, par exemple. Euh,
dans la pensée systémique, attention, je peux rentrer dans des mauvaises logiques. Donc, je dois m'assurer d'analyser les bons facteurs. Voilà. Et ça, eh bien, je sais que dès que je suis en surcharge sensorielle ou émotionnelle, hum, hum, je risque d'être à côté de la plaque. Je risque de manquer un facteur. Voilà. Et puis l'autre, le dernier, donc je vous ai dit, la pensée, la vision en détail, fait que je souffre aussi de cécité contextuelle et que parfois, vous allez voir que je m'agrippe sur un détail et que je peux être perfectionniste là où il faudrait lâcher. Donc, si vous me le dites, je suis capable de dire oui. Donc, j'ai un handicap, je le connais, je le maîtrise et je peux vous l'exprimer, mais vous pouvez aussi me l'exprimer. Et je le prends pas mal parce que je sais que ça fait partie des choses que je vois pas. Et ça change tout. Alors, les réunions professionnelles sont terribles pour des personnes comme nous, je vais dire, hein. Justement, surtout quand la personne qui gère la réunion demande s'il y a des choses à remonter, justement des dysfonctionnements, et où là, le TSA-HPI va parler clairement, Oui. sans filtre. Alors que tout le monde a compris et il finit par l'apprendre donc à ses dépens que ben, il faut pas répondre, surtout quand on vous demande dans une réunion Alors professionnelle s'il y a non, quelque chose qui va pas. non, c'est pas blanc ou noir, c'est pas Ah ça, c'est ouais, la manière de le faire. ah C'est oui. est-ce que c'est le bon moment? C'est tous ces questionnements qu'on ne se pose pas. Est-ce que Mm. c'est le bon moment? Est-ce que c'est la manière de le faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je le dise directement à la personne concernée? Est-ce que je vais mettre quelqu'un en porte-à-faux dans la réunion? Donc prendre en compte tout l'environnement. C'est bien ça, la cécité contextuelle. Et donc, voyez bien que en fonction, c'est le moment ou c'est pas le moment, c'est le lieu ou c'est pas le lieu. Et en fait, notre sans filtre, c'est juste l'expression de notre incapacité à prendre en compte les bons indicateurs contextuels. Donc, il y a des fois oui et il y a des fois non. Encore une fois, il y a une chose que les autistes comprennent pas, c'est que justement, nous, on plaque et on fige. Non, chaque situation est nouvelle. Le bonjour d'aujourd'hui ne sera jamais le bonjour de demain. Parce que vous en avez appris aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment vous avez dormi, parce que je ne sais pas si le temps influe sur vous, sur moi, parce que je ne sais pas tout ce que vous devez faire dans la journée qui peut venir, voyez. Donc le simple bonjour n'est jamais le même. Et c'est ça qu'on nous, il faut qu'on implémente, qu'on comprenne, mais on ne nous l'a jamais dit. Chaque situation est différente. Et donc au lieu de se fatiguer à analyser en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on a introduit, il faut se poser les bonnes questions qui nous permettent d'avoir accès à l'implicite au moment donné de la situation. Et il y a des choses très simples. C'est quoi l'objet? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? D'accord? Quelle est ma place? Est-ce que je respecte l'autre ou pas? Est-ce que je suis intrusif ou pas? Voilà. Et on part de soi, pas des autres. Et une fois que moi je suis bien cohérent, que je suis OK, je vais, voilà. Et bien là, je peux dire ou pas. Moi, j'étais dans une réunion avec Orange, une grosse réunion. Grosse réunion. Et à un moment, le gars dit ça, on va le faire ailleurs. Et donc, ils savent que je suis autiste, puisque c'est mon projet. Donc, ils nous sont dans l'accompagnement du projet. Et moi, faire ailleurs, je vois un mec huiler euh, la pub d'Im. Donc, forcément, ça me déconcentre. Petit- Faire ailleurs. Tout, et en plus, ça me fait rire parce que je me vois maintenant, donc je me vois dans mon mécanisme, faire ailleurs, je vois l'image, je me dis, ah mince, ça y est, je suis brouillée, j'ai perdu l'information, faire ailleurs, j'ai pas entendu où. Ok. Avant, non seulement je n'étais pas consciente du mécanisme, euh, j'aurais pu rire de manière inappropriée parce que j'aurais quand même vu le faire ailleurs, et surtout, j'aurais pas demandé quand est-ce qu'aurait lieu l'information. Donc, faire la prochaine réunion, le faire ailleurs, où est-ce que ça allait se faire, voilà, hein, j'aurais ramé pour avoir l'information. Là, le contexte faisait que j'ai fait, attendez, stop, stop. Vous savez que je suis autiste. Alors, je vais vous expliquer un petit truc très simple. C'est quand tu viens de dire faire ailleurs, vous savez que nous, on voit en image. Moi, je viens de voir un faire ailleurs. C'est-à-dire que j'ai expliqué le mécanisme. Ça a fait rire tout le monde. Et moi, j'ai pu récupérer l'information. Parce que du coup, j'ai pu expliquer. Vous voyez? Donc, si j'avais dit,
Si j'avais dit, eh, vous savez que je suis autiste là, moi j'ai pas compris là, est-ce que vous voyez? Voilà. Tu peux recommencer là, voilà. Bah, ça serait pas du tout accueilli de la même manière. Donc, on voit bien qu'à chaque fois que nous, on loupe un truc, si on n'est pas dans l'accueil de notre spécificité et de l'information, on va se renfermer et on va avoir des comportements sans filtre, agressifs, enfin, qui peuvent être jugés agressifs, alors que nous, on veut juste être efficace et pertinent, hein, on est bien d'accord, hein. Il n'y a pas d'agression, hein. Mais, eh, excuse-moi, j'ai pas entendu, tu peux donner là parce que, voilà. Et on va le dire comme ça au milieu d'une phrase en coupant un autre sans faire attention. Voilà, c'est. Vous voyez, c'est tout ça qu'il va falloir qu'on régule. Et c'est pas la faute des autres si on est sans filtre, si on coupe la parole, si c'est bien. Alors, c'est pas de notre faute non plus. Mais on peut faire autrement. Et on peut faire autrement, notamment avec cette chance d'être HPI-TSA, c'est-à-dire cette capacité à se dire, mince, j'ai un handicap, mais chouette, je peux le voir. Je peux le voir. Mais pour le voir, il faut que j'apprenne à le comprendre, que je mette en place une méthode qui me respecte et qui me fait poser les bonnes questions. Et nous, on est des machines à apprendre. Donc, une fois qu'on apprend, eh ben, c'est comme les lacets, je dis, hein. Les lacets, au début, on pleure tous, hein. C'est très compliqué, la coordination, le truc, machin, c'est très compliqué. Sauf que, une fois qu'on les fait, qu'on sait les faire, autiste ou pas autiste, c'est rentré dans notre tête et on le fait de manière automatique. Eh ben, les processus qu'on a aujourd'hui de réaction sont ceux qu'on a implémentés de manière innée parce qu'on ne savait pas qu'on était autiste, parce qu'on ne savait pas qu'on ne respectait pas les choses. On revient en arrière, on reprend les bons mécanismes, on vire ceux qui ne sont pas. Voilà. Et la plasticité cérébrale le permet aujourd'hui. Et on s'entraîne, et on s'entraîne, et on s'entraîne. Et à un moment, hop, 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 ça devient fluide. Alors, j'encourage tous ceux qui font face à ces douloureuses expériences que vous venez d'énumérer à cliquer sur le lien que je mets dans la description, comme je le disais en introduction, vers votre centre de formation. Je crois que vous avez un entretien de positionnement et très utile pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués et qui se posent des questions, de ne pas hésiter à venir vers vous, au moins pour faire un point et peut-être éviter toutes ces expériences délétères qu'on peut vivre dans sa vie professionnelle qui vont du burn-out au licenciement ou au harcèlement, l'exclusion, etc. Voilà, c'est bien dommage parce que ce potentiel peut servir à l'entreprise et c'est important de savoir parler de soi et de savoir dire comment on fonctionne et demander de l'aide quand on a besoin d'aide, justement. Alors, c'est une façon de rebondir aussi sur ce monde professionnel, sur le HPI, parce que on a des séries télévisées qui nous expliquent combien le HPI peut C'est génial. être génial, formidable et C'est voilà. vrai en Donc plus. C'est génial oui, d'être HPI. voilà. Alors c'est Audrey Fleurot, je crois, Ouais, je le nom de crois que c'est compétence, je ça, crois que c'est son ça. nom. Enfin, en La tout cas, série HPI. la série HPI. Donc, Voilà. qu'est-ce que vous en pensez, Sonia? Ça Alors, marche comme ça, le HPI? C'est vraiment ça, le HPI? alors, ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai vu la série, parce que bien sûr que je l'ai regardée comme tout le monde, hein, pour voir, je me suis dit, mais il voit pas que c'est un personnage, enfin, qu'elle est Asperger, cette fille. Le sans filtre, la manière dont elle gère ses enfants, voilà. Plein de choses, plein de détails, sa manière de répondre aux gens, sa vision en détail, son positionnement toujours un peu voilà, à côté de la plaque. Et donc, il se trouve que par le plus grand des hasards, j'ai le journal Maxi, donc c'est un journal féminin, qui fait tout un dossier sur la seconde partie de la seconde saison de HPI, et donc qui ont interviewé des psychologues, Je vous voilà, coupe, sur le Sonia. HPI. Excusez-moi, c'est un journal qui va sortir là? C'est un numéro qui va Oui, sortir, ça va d'accord? sortir. J'attends là, je pense D'accord, fin mars, début avril. d'accord. Voilà, ça doit être dans les tuyaux là en ce Donc, moment. j'invite tout le monde à aller voir cet article-là, bien sûr. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'ont dit les psychologues qui ont été interrogés. Ce que je sais, c'est qu'ils ont interrogé des professionnels sur le HPI.
Alors, ça me fait un peu peur de savoir qu'est-ce que je vais découvrir parce que je vois trop de psychologues qui restent persuadés que le HPI, c'est la source de décalage et qui ne sont pas formés à l'autisme et qui feraient bien de se former au lieu de dire des bêtises. Donc ça, c'est dit. Et donc, je sais qu'ils ont interviewé une personne HPI. Et puis, la journaliste avait trouvé mon profil sur Instagram et donc me demandait mon avis. Donc, je lui ai dit que ça serait très bien que lors de la troisième saison, que Audrey découvre son TSA. Voilà. Parce qu'au moins, là, ça serait top et ça serait réaliste. Euh, Parce que tout ce qu'on nous décrit correspond à de l'autisme féminin et non pas à du HPI. Alors oui, un HPI, mais un autisme camouflé derrière. La pensée en détail, c'est pas le HPI qui a la pensée en détail, hein. Le HPI, alors la pensée en détail, je vais vous faire un petit test que je fais très souvent, hein, parce qu'on me l'a fait et je suis tombée dans le panneau. C'est, on nous montre ça et on dit, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Et vous voyez, bah, les gens autistes vont me dire, bah, je vois marqué des gènes, des synapses, des autismes, je vois des personnages, voilà. Et un neurotypique, vous savez ce qu'il va me dire? Je vois un livre. Eh oui. Eh Alors, oui. bon, voilà, Eh premier oui. diagnostic posé. Donc, déjà, si vous avez répondu un livre, voilà, c'est rassurant. Mais C'est-à-dire qu'il y a la vision globale. Et ce ouais, qui vous a induit en erreur, c'est la consigne. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je tiens dans la main, parce que si je vous ai dit qu'est-ce que je tiens dans la main, vous m'auriez dit tout de suite un livre. Mais je vous ai dit qu'est-ce que vous voyez? Compréhension littérale. Qu'est-ce que je vois? Bah, je commence à décrire tout ce que je vois. ben oui. Voilà. C'est ma force. Parce que quand on veut résoudre un problème, si on le voit dans sa globalité et qu'après on cherche le détail, vous voyez, c'est chercher une aiguille au milieu d'une botte de foin. Voilà. Et c'est pour ça que dans les énigmes policières, Monk est si parfait, c'est que lui il va voir tout de suite le détail et que le détail, ensuite, il va agrandir et il va pouvoir remettre tout le contexte. Et c'est comme ça qu'il résout l'affaire. Et c'est ce qu'elle fait. Elle voit le détail et ensuite elle met tout un système et elle agrandit. HPI, capacité justement de ne pas rester focus sur un détail, hein, et de le réintégrer dans l'ensemble. Voilà. Donc, le, le HPI qui n'est pas TSA, il ne voit pas comme ça. Le HPI vous dit, bah, un livre, bah, un livre. Eh oui. Le- Par contre, le HPI, il voit tous les détails après. C'est-à-dire qu'il aura enregistré que le titre, c'est ça, qu'il y a tant de personnages, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas, nos auditeurs et les personnes qui regardent cette vidéo, si elles se sont arrêtées là, mais j'ai presque envie de dire que moi, je suis même allée chercher qu'est-ce qu'on ne voit pas au premier degré, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que dans ce dessin, on pourrait détecter, lire, qui est un petit peu, voilà, qui se fond, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui, Voilà. vous Le avez message été caché, quoi. chercher le détail Oui, qui différencie. oui, c'est ça. Oui, oui, C'est voilà. ça, Donc, le côté unique. Hein, moi, je vais trouver ce que les autres ne voient pas. ça serait intéressant dans les commentaires que les gens disent ce qu'ils ont répondu à votre question par rapport à ça, ce qu'ils ont vu en premier. Ce serait intéressant de Alors, voir. la première fois qu'on m'a fait ce test, c'était il n'y a pas longtemps, parce que moi, je pensais que j'avais compris la pensée en détail, donc comme tout le monde, hein. Et puis, j'étais en CNIA, et donc la psychologue nous montre une image, et elle dit, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez 10 secondes pour regarder l'image, donc elle nous met la pression, vous avez 10 secondes, et puis après, je l'enlève et vous me direz ce que vous avez vu. Et elle sait que moi, je suis autiste et les autres sont censés ne pas l'être. Je dis censés parce qu'il y en a plein qui sont venus en me disant oh, j'ai vu la même chose que toi. Je dis bon, bah, voilà. Mais, et qui ont des enfants autistes. Donc, l'hérédité, le non-diagnostic des parents autistes, ça, c'est encore autre chose, hein, dans le non-diagnostic des parents qui ont des enfants autistes. Et donc, 10 secondes passent et elle dit Sonia, alors qu'est-ce que vous avez vu? Et là, moi, j'y vais à fond. C'est-à-dire que j'avais passé mon temps
à enregistrer un maximum, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je lui dis une table, deux chaises, trois livres, quatre pots de confiture, un saladier, une cuillère, et je commence à lui décrire tous les objets qui étaient. Et donc, elle dit, OK, merci Sonia. Donc, elle avait le sourire jusque-là. Et elle dit aux autres, qu'est-ce que vous avez vu? Et les autres disent, bah, on a vu une dame dans une cuisine en train de faire une recette de cuisine. Et là, je tombe des nues. Et là, je mets en lien. Je dis, mais, ah, OK, j'ai pas compris la consigne. La consigne, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, pour moi, voir, c'est vraiment voir. Vous voyez, le compréhension littérale. Vous voyez comment ma pensée en détail va interférer avec ma compréhension littérale. C'est énorme. Voilà. Alors que si elle m'avait dit, qu'est-ce que représente cette image? La consigne, elle est bonne. Et j'aurais dit, bah, une femme dans une cuisine en train de faire une recette de cuisine, comme tout le monde. Donc, c'est bien la compréhension littérale qui va m'amener à aller vers ce que je sais faire, la pensée en détail. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc ça, le qu'est-ce que j'ai vu, voilà, maintenant je le sais. Donc maintenant, comme je le sais, je regarde tout de suite la globalité et après je fais comme je fais d'habitude, parce que je sais que je vais avoir les deux du coup. Et c'est ça notre force, c'est d'être la capacité d'apprendre et de se dire, OK, chouette. Donc maintenant, je sais que je vois pas le contexte. Donc je vais commencer par le contexte. C'est quoi le contexte? Et c'est ce qu'on apprend dans ma formation, à voir le contexte avec les bons indicateurs. Et ensuite, je vais aller dans le détail. Passionnant, vraiment passionnant. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur cette fameuse lucidité ou clairvoyance supposée des personnes HPI, DSA? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'évoquer ou pour Bah, lequel je pense qu'il se trompe. C'est-à-dire que il y a une lucidité dans le nombre d'informations que l'on a, mais il n'y a pas la lucidité de la réalité et euh, et on est enfermé dans nos points de vue. Il faut comprendre que quand on est HPI, TSA, on va mettre des valeurs partout. On rentre tout dans les grilles. Il faut que ça rentre dans les cases. Alors, on ne veut pas hein, qu'on nous rentre dans les cases, mais nous, on passe notre temps à mettre des valeurs sur les choses. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. On juge, on juge. Voilà. Donc, et on va juger tout le temps d'après notre propre point de vue. Jamais avec les facteurs d'analyse corrects, c'est-à-dire explicites et implicites. Voilà. Et du coup, oui, on a la lucidité sur le monde, mais en fonction de notre état d'esprit, eh bien, on peut amener un raisonnement complètement erroné. Je vais vous donner, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé quand j'étais enfant et que j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi ça marchait pas. C'est qu'il fallait apprendre l'anglais. J'arrivais dans une école bilingue et tous les enfants parlaient anglais et moi, je ne savais pas parler anglais. On était en CM2, donc je me disais, waouh, j'ai un sacré retard pour apprendre. Donc, j'observe, c'est quoi l'anglais? Je regarde les livres, voilà, hein, ce qui est écrit, donc les lettres. Donc j'ai bien compris, il y a des lettres, il y a des mots, il y a des phrases. Ok, c'est comme en français, en plus les mêmes lettres correspondent, hein. Donc je vais voir la prof d'anglais et je lui dis, donnez-moi l'alphabet anglais. Et elle ne comprend pas. Elle me dit, mais Sonia, il n'y a pas d'alphabet anglais. Je dis, bah si, il y a un ordre, vous voyez bien que c'est pas le même. Parce que dans ma tête, la logique, la lucidité, c'est j'analyse les facteurs, et j'ai appris comment à écrire et à parler le français. Donc, ce qui est faux parce que j'ai appris de manière intuitive à parler, on est d'accord, mais à lire et à écrire. Donc, je suis partie de là, côté intellectuel toujours. J'ai un livre d'anglais à lire, et donc il faut que j'apprenne à écrire et lire. Donc, j'ai d'abord appris l'alphabet, ensuite j'ai appris à faire des syllabes, ensuite j'ai appris à faire des mots. Ces mots m'ont permis de faire des phrases et donc de lire et d'écrire. Donc, donnez-moi le code puisque c'est les mêmes lettres, dans ma tête, ça voulait dire, vous vous rendez compte la complexification que j'avais fait. C'est que le A était à la place du D, le H à la place du O, enfin voilà, et que moi, je n'avais pas le bon code, et qu'il fallait qu'elle me donne le code de l'alphabet pour que je réorganise mon alphabet, pour que je réorganise mes mots, pour que je puisse réorganiser les phrases. C'est un truc de fou. Et donc, pendant des années, j'étais bloquée sur l'anglais.
parce que je n'avais pas compris que chaque mot était différent et que ça n'avait rien à voir, que chacun avait une représentation et verbale aussi différente. Et j'étais coincée en me disant, elle veut pas que j'apprenne l'anglais. Donc j'ai très mal démarré avec l'anglais. Alors, je vais vous poser la dernière question, Sonia. Vous me dites si vous avez envie d'y répondre ou pas. On a parlé du social, du familial, de la santé, du professionnel. Euh, Au niveau affectif, des relations affectives, euh, le TSA-HPI avec des relations affectives, c'est mission impossible ou c'est possible? Ben, c'est possible quand on a travaillé dessus et qu'on a compris comment on établissait le lien. On ne sait pas Ouais, établir la relation et on ne sait pas. On pense que parce qu'on communique bien, qu'on parle bien, on sait communiquer. Le verbal, c'est 7%, hein, voilà. Donc, il y a des règles à suivre. Nous, on ne les respecte pas. Notamment, il faut comprendre que quand on est autiste, nous sommes autocentrés. On ne le sait pas. Alors, c'est pas égocentrique, c'est autocentré. Ça veut dire que nous, chez nous, c'est toujours, on part de notre propre expérience pour se repérer. Donc, quand je ne sais pas, j'ai des difficultés à accueillir la nouvelle information, hein. Et si je sais, bah, c'est ça qui fait foi et qui fait loi. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc, ça veut dire que tout mon positionnement dans la relation à l'autre, il va partir de là. Et donc, il y a une grande dichotomie parce que d'un côté, je ne pars que de moi dans ma représentation des choses. Donc, l'autre, il est fonctionnel. Je ne sais pas créer le lien. C'est à quoi il me sert. C'est la réalité. Et je vais vous prouver comment. Et en plus, je suis en dépersonnalisation constante de mon corps, c'est-à-dire que je m'observe et que je suis à l'extérieur de moi. Et du coup, je vais me positionner non pas par rapport à moi, de ce que j'ai envie, mais par rapport à ce que je pense que l'autre attend de moi. D'un côté, nous sommes très fonctionnels, à quoi me sert l'autre? Et de l'autre côté, et c'est ça le sentiment de décalage le plus profond qu'on a, qui est valable dans les relations affectives, mais qui est valable aussi sur toutes les relations, hein, c'est placable sur toutes les relations, c'est donc d'un côté, voilà, je pars toujours de moi pour me référer, et de l'autre côté, quand je vais me positionner dans la relation à l'autre, je le fais par rapport à ce que je pense qu'il pense ou je pense qu'il attend de moi. C'est-à-dire jamais par rapport à mes propres envies. Alors, ça donne quoi? Ça donne que quand vous interrogez un couple et que vous posez la question aux deux de manière séparée, donc je le fais régulièrement dans les couples, je dis pourquoi vous êtes avec cette personne? Donc les couples qui vivent ensemble, qui sont mariés, voilà. Alors, le neurotypique, il va vous dire, je l'ai encore eu dernièrement, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, à chaque fois, ça marche pareil. Le neurotypique, il vous dit bah, parce qu'elle est belle, parce que euh, elle est forte, parce qu'elle est dynamique, elle sait faire ci, elle cuisine bien. En fait, il va vous donner des qualités de l'autre. La femme qui répond. Ben, parce qu'il me sécurise, parce qu'il m'a fait des bons enfants, il me comprend, euh, et c'est toujours en fonction d'elle, à quoi il lui sert dans la relation. Donc déjà là, on voit bien que non, ça ne marche pas comme ça. Relation affective, il faut qu'il y ait euh, d'abord le lien, ça se crée tout doucement. Sauf que nous, comment on sait la vie? On sait la vie dans les livres, dans les films, dans comment on la voit. Et donc, excusez-moi, et donc, elle est complètement fantasmée. On est immature. Donc, nous, on attend le prince charmant, hein, celui qui va être grand, brun. Alors, moi, au début, c'était comme ça, hein, grand, brun, voilà. Et donc, quand je rencontre mon premier mari, il est grand, il est brun, voilà, en plus, il est pompier. Donc, parfait. C'est l'homme parfait. Ben, j'apprends pas à le connaître. Je me marie avec lui en moins d'un an. On fait un enfant, on en fait deux. Et voilà, voilà. Et puis en fait, la rupture arrive très rapidement parce que, en plus, je pense que je l'ai choisi
Je pense que c'en est un beau aussi. Mais du coup, lui, il se referme dans son centre d'intérêt, j'existe plus. Je ne suis plus sa femme, mais la mère de ses enfants. Donc, vous voyez à quoi je sers, hein. C'est pour ça que je pense que, voilà. Et je me sens complètement délaissée, abandonnée. Et donc, le prince charmant, il n'est plus là. Et en fait, le lien n'existe pas. On n'a pas su le créer. On ne sait pas se parler. Nanana. Mais quand j'en parle avec mes clientes, les liens qui durent, c'est ceux qui ont évolué ensemble. Voilà. Ils ont grandi ensemble. Mais c'est ça, un lien d'affection. Ça grandit ensemble. Et alors, le pire, c'est que nous, notamment les femmes, nous sommes très sujettes à nous faire avoir. Et même pire que ça, euh, à, à nous faire violer. Beaucoup de femmes sont victimes d'agressions sexuelles, de femmes autistes, hein, et même de garçons autistes, hein, je vous le dis, euh, parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on ne voit pas le danger. Et parce que quand on est HPI, on le voit, le danger, on ne l'écoute pas. Ça rentre pas dans nos cases. Je l'ai vu que c'était pas le mec pour moi. J'ai vu là. D'ailleurs, si c'était une copine qui sortait avec, je lui dirais, dis donc, t'as vu? Parce on a vu le détail. T'as vu comment il t'a parlé là? T'as vu ce qu'il t'a dit? Mais tu peux pas accepter ça. Mais quand c'est moi, à- quand la personne me dit ça à moi, alors moi, je dis, ben non, qui je suis, en fait, sûrement, il y avait une bonne raison pour qu'il me le dise. Voilà. Puis ça rentre pas dans mes plans. Parce qu'il est grand, il est beau, il est brun, et c'est celui-là que je veux. On est complètement immature dans la relation. On la fantasme par rapport à ce qu'on connaît dans les livres, dans les films. Walt Disney, hein, d'ailleurs, voilà, on parle avec les. C'est marrant, c'est un centre d'intérêt, ça. Les Walt Disney chez les femmes autistes Asperger. Puis alors, elles vous font. Quand elles ont fait focus sur un Walt Disney, elles le connaissent par cœur de A à Z, hein. Voilà. Donc, il y a une immaturité affective, une méconnaissance de comment on établit le lien relationnel, une méconnaissance des intentions. Et quand on est HPI, on les repère, on les voit, mais on ne veut pas les entendre. On les a vus, on le sait, mais ça ne rentre pas dans nos plans. Donc, on va avoir tendance à le mettre de côté, à ne pas écouter le signe qu'on a vu. Voilà. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de, euh, voilà, beaucoup d'incompréhension, d'autant que souvent on a choisi le compagnon bah, qui nous ressemble, hein, parce que les autistes s'attirent. Et du coup, quand il y a une rupture, c'est violent parce que chacun va être dans ses rigidités, l'autre devient l'agresseur de l'un et de l'autre. Les divorces sont terribles, les enfants, c'est terrible. Il y a une incompréhension. Voilà, donc les relations affectives chez les personnes autistes sont très compliquées. Mais par contre, oui, on peut vivre. Euh, donc, soit on a la chance, et j'en vois hein, des couples qui se sont connus jeunes, qui ont évolué ensemble, tous les deux HPI-TSA, et ça marche bien. Où chacun respecte, j'allais dire, même s'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, l'intimité de l'autre, ils ont l'objet commun de la valeur, il y a vraiment l'amour qui s'est établi, le respect, tout ça. Euh, et après, dans les gens qui, euh, où il y a une régulation dans le couple, c'est-à-dire que l'autre ne va pas profiter. Moi, je sais que mon compagnon euh, n'a pas profité et a toujours mis en distance, m'a obligé à réfléchir et à attendre. Voilà, je pense que c'est un beau HPI. Et donc, donc, du coup, tout ce que j'aurais mal fait, parce que moi, j'aurais voulu vivre tout de suite avec lui et tout, bah, on a pris 3 ans. Et maintenant, je le remercie parce que c'est bien, je sais pourquoi je suis là. J'ai pu, voilà. Donc, savoir établir la relation, ça s'apprend. C'est pas impossible. Merci Sonia pour ces analyses très pertinentes, très profondes de ces particularités, de ces singularités. Il y a une belle avancée sociale, sociétale sur l'inclusion la détection des personnes HPI, TSA. Merci beaucoup pour votre travail, c'est très pertinent. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'espère que notre public aussi. Je vais vous laisser le... Vous Bah, voulez... j'espère aussi.
En tout cas, moi, j'avoue que c'est devenu un centre d'intérêt. Donc, c'est chouette euh, de pouvoir s'épanouir dans son centre d'intérêt. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes autistes. Donc, mon centre d'intérêt, c'était la formation, la communication relationnelle et accompagner les autres à vivre mieux, à être plus heureux. Donc là, j'ai des merci à peu près tous les jours. Voilà, ça me fait vibrer et ça me fait bien vibrer et je comprends à quel point justement le corps, et c'est peut-être le mot de la fin que j'ai envie de dire, c'est Oui, l'autisme, c'est avant tout un corps qui reçoit l'information et tant que nous ne sommes pas conscients que nous sommes dépendants de ce corps qui va traiter l'information, on peut pas, on ne vit pas dans nos têtes. Nous sommes des corps, avant tout, des êtres sensoriels émotionnel, bien sûr, mais la manière de traiter l'information dépend de la manière dont on va accueillir l'information. Donc, j'allais dire, accueillez l'information et après, vous ferez le tri si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Mais accueillez-la. Voilà. Et donc, kiffez votre vie. C'est-à-dire de vibrer là, voilà, que ça vous rende vivant, dans le plaisir, dans la joie. Et moi, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer parce que je sais que le travail que vous faites et qu'on fait toutes les deux, finalement, il est plein de gens. C'est du contenu gratuit qu'ils vont pouvoir voir, revoir pour envisager derrière un travail, démarche de diagnostic, un travail avec des personnes spécialisée dans l'accompagnement, voilà. Et donc de plus être dans la culpabilité, de plus se dire ah je suis bizarre, je suis fou ou d'accuser les autres, mais juste de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Voilà. et avoir la force effectivement de faire le choix de vivre chaque jour en connaissance de soi avant tout. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Merci beaucoup, Sonia. J'ai vraiment pris un immense plaisir à vous accueillir, à vous écouter, et je vous dis peut-être à une prochaine fois sur notre chaîne. Mais volontiers, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Isabelle.